propose que l'on commence. Si vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Bernard donne pouvoir à Madame Ildirim. Madame Riffaut donne pouvoir à Madame Terqueux. Madame Rivet donne pouvoir à Monsieur Virouleau. Monsieur Bonnet donne pouvoir à Monsieur Janicot. Monsieur Limousin donne pouvoir à Madame Juste. Monsieur Bourrion donne pouvoir à Madame Laverdure-Deloum. Monsieur Okshobi donne pouvoir à Madame Villard. Madame Baudin donne pouvoir à Monsieur Chassin. Monsieur Garessier donne pouvoir à Monsieur Lafaille. Monsieur Jalby donne pouvoir à Émile Rojan-Berty. Monsieur Polia-Defaille donne pouvoir à Madame Rosette. Monsieur Brousse me donne pouvoir à moi-même. Madame Zaïter donne pouvoir à Madame Leblanc. Madame Gianibé donne pouvoir à Madame Maury. Madame Étienne donne pouvoir à Monsieur Doucet. Madame Moga-Sicard à Monsieur Léoni. Et enfin, Madame Julien à Monsieur Parnex. Émilie Rabeteau va arriver en retard. Et Monsieur Roux, le maire d'Ejo, est représenté par Madame Cheptou. Bienvenue, Madame. Il convient de désigner un secrétaire de séance. Donc, c'était au tour d'Émilie, mais vu qu'elle est en retard, on va passer à quelqu'un d'autre. Julie, tu as été secrétaire récemment? Julie L'Enfant, t'acceptes? Allez. Donc Julie L'Enfant sera notre secrétaire de séance. Le premier point appelle l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 7 juillet 2022. Le procès-verbal du Conseil communautaire vous a été adressé avec les convocations. Avez-vous des remarques ou des observations à formuler à ce sujet? Pas de remarques, pas d'observations. C'est conforme. Adopté, merci. Eh bien, dès à présent, je vous propose que l'on passe à l'examen des différentes délibérations qui feront, comme d'habitude, l'objet d'un vote groupé. Bien évidemment, si vous demandez que celles-ci soient dégroupées, elles le seront, si vous avez des explications de vote à faire notamment. Et nous aurons à la fin du Conseil deux motions. Une sur l'incidence du dégel du point d'indice et une sur la ligne TER entre Limoges et Brive via Saint-Thirier. Motion chère à notre ami Daniel Boissery. Je dis notre ami, c'est notre ami collectif. Pascal? Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. On le fera après. Il faut le faire tout de suite? Faire voter tout de suite. Bon, alors il faut faire voter, la technique me dit qu'il faut faire voter la notion d'urgence des motions. Donc tout le monde est d'accord sur la notion d'urgence de ces deux motions? Allez, merci beaucoup. Pascal, à toi. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je disais donc, les trois premières délibérations que j'ai à vous soumettre concernent des ajustements, des décisions modificatives bien régulières dans ces périodes-là. La première concerne le budget principal, la seconde le budget d'assainissement, la troisième le budget du centre de recyclage. Mais je crois qu'il faut voter celle-là, Guillaume. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Les quatre prochaines délibérations, qui feront l'objet aussi d'un vote groupé, concernent aussi le financement de notre projet territoire que nous avons élaboré et voté ensemble. La délibération 1.4 concerne la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement a été transférée à Limoges Métropole en 2019, mais les taux diffèrent toujours d'une commune à l'autre, les anciens taux communaux ayant été conservés. Il vous est demandé de fixer le taux de taxe d'aménagement à 5 points sur l'ensemble du territoire de Limoges Métropole, de conserver les exonérations existantes pour les logements sociaux, les commerces de détail, les abris, serres de jardin, pigeonniers et colombiers, et de décider de reverser aux communes membres de Limoges Métropole 80% du produit de taxe d'aménagement effectivement perçu. La deuxième délibération concerne la cotisation foncière des entreprises. Au vu des besoins de financement, comme je le disais précédemment, il est proposé de relever les 3 dernières tranches de base minimum. Cette mesure ne modifie pas les taux d'imposition et ne touche pas les 3 premières tranches et n'aura pas d'incidence sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 €. Il vous est demandé de fixer le montant des bases servant à l'établissement de la cotisation minimum, conformément au tableau qui vous a été remis. La troisième délibération, 1.6, concerne la taxe sur les surfaces commerciales. Fixation du coefficient multiplicateur applicable à compter du 1er janvier. Toujours pour financer notre projet de territoire, il est proposé de porter à partir de 2023 le coefficient multiplicateur de TASCOM de 1,05
à 1.10. Enfin, la dernière délibération dans ce cadre concerne une compétence nouvelle, la gestion des milieux aquatiques et des préventions des inondations, dite GEMAPI. Cette compétence a été transférée aux EPCI depuis 2018. Elle est financée par l'affectation d'une taxe plafonnée à 40 € par habitant. Il s'agit d'une taxe additionnelle dont le montant est réparti par l'administration fiscale sur les taxes locales. Le produit de cette taxe doit être voté par la collectivité avant le 15 avril de chaque année, mais le principe de son instauration doit être voté avant le 1er octobre de l'année précédente. Il vous est demandé d'instaurer cette taxe et de charger notre président de notifier cette décision aux services préfectoraux. Y a-t-il des questions? Des observations? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Merci Pascal. Les deux dernières délibérations que je vous présenterai ce soir concernent 1.8, l'appurement comptable du compte 1069 avant le passage en M57. C'est une délibération extrêmement euphorisante. Elle est très technique. En fait, j'aurais bien du mal à vous en donner le détail précis, mais vous l'avez. Et la dernière concerne une garantie d'emprunt habituelle ici. Pour le logement social, il concerne Limoges Habitat pour une opération résidence Caspière, construction de 16 logements, 54 avenue Émile Zola à Rilhac-Rancon, contrat de la Caisse des dépôts et consignations numéro 135-935. Il vous est demandé de valider cette garantie d'emprunt à hauteur de 50% sur le prêt de 2 459 123 € contracté pour cette opération, comme nous le faisons souvent. Salut Fabien. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Merci. Fabien. Fonctionnement. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir chers collègues. Veuillez m'excuser pour mon retard, j'arrive à point nommé. Donc, fonctionnement, les accords cadres relatifs à l'achat de prestations de communication et de billetterie en 9 lots, lancement de la procédure sous forme de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence et d'autoriser le Président à signer les accords cadres avec chaque prestataire après validation des négociations et décision de la commission d'appel d'offres. Juste pour certains compléments d'information, donc il s'agit de l'accompagnement comme on le fait tous les ans. On est resté sur les mêmes bases, sauf les clubs qui ont réussi à monter d'un échelon, notamment le Fetia Basket, que nous félicitons au passage. Je ne vois pas son maire, voilà. Sinon, il n'y a pas de modification par rapport à d'habitude. Merci. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Bernard. Une délibération qui concerne le projet d'éducation à la citoyenneté internationale et à l'environnement, l'Odyssée des artisans du développement durable pour l'année scolaire 2022-2023. Il vous est demandé d'approuver la participation de Limoges Métropole dans le cadre de ce projet à hauteur de 6 300 € et d'autoriser le Président à signer une convention avec la Direction régionale des affaires culturelles, la Direction des services départementaux de l'éducation nationale et l'association Héritage et Civilisation. Merci. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Sarah, collecte des déchets. Oui, alors premier dossier concerne le PLPDMA. Donc, il vous est demandé de valider les 7 axes de travail et les 32 actions de ce programme. Programme donc, local de prévention des déchets ménagers et assimilés sur la période de 2022 à 2027. D'approuver les nouvelles conventions, de fixer à 18 € TTC par heure la prestation de broyage de branches à domicile et de modifier la régie de recettes en conséquence, de valider la composition de la commission consultative d'élaboration et de suivi du PLPD-MA 2022-2027 et de donner votre accord à l'engagement de Limoges Métropole dans l'appel à projet Tribio 2 proposé par l'ADEME et dans celui proposé par la région. Continue.
On continue. Donc, deuxième, c'est la redevance spéciale. Donc, afin d'être en cohérence avec le programme local de prévention des déchets de Limoges, dont Limoges Métropole, dont nous venons de parler, fixant un objectif de moins 20% d'ordures ménagères résiduelles d'ici 2030, il convient d'adopter une progressivité sur les tarifs des ordures ménagères à compter du 1er octobre 2022. Il vous est demandé d'approuver les tarifs et modalités d'application de la redevance spéciale à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 30 septembre 2023, ainsi que le seuil d'exclusion du service public d'élimination des déchets applicable depuis le 1er octobre 2020 et d'autoriser le président à signer les conventions auprès des redevables. Troisième point, il vous est demandé d'autoriser le lancement d'une consultation concernant le transport et la valorisation des végétaux compostables issus des déchetteries communautaires sur les exploitations agricoles locales sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer l'accord cadre avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. Quatrième point, il vous est demandé d'approuver le principe d'une collaboration pour le déploiement des nouvelles filières REP et d'autoriser le président à signer les contrats ou conventions associées. Et enfin, cinquième point, il vous est demandé de donner votre accord au principe d'une vente de gré à gré de l'ancienne presse à balles du centre de recyclage de Limoges Métropole. J'ai fini. Merci, Madame Gentil. Oui, Madame Leblanc. Oui, bonsoir, chers collègues. Alors, ça va un peu vite, excusez-moi, Monsieur le Président. Je voudrais revenir juste sur la première, avec la consultation qui a eu lieu, à laquelle... Je ne vois pas Madame Gentil, mais bon... pardon, excusez-moi. Donc, je vous préviens juste que je ne tiens pas à salir vos propos, encore moins l'objectif de la délibération. Donc, la concertation qui a eu lieu... elle a suscité la réponse de 659 personnes. Juste pour le souligner, beaucoup des répondants habitent la commune de Limoges et beaucoup, si j'ai bien vu, sont des habitants qui possèdent une maison avec jardin. Voilà, donc c'est juste par rapport à des projets comme le déploiement de compost au pied des immeubles, je suppose que vous envisagerez d'essayer d'intégrer plus d'habitants des quartiers très, très denses en habitation en immeuble pour essayer de construire avec eux la meilleure façon de développer tout ça. Et si vous permettez... Je peux continuer? J'ai encore un peu... oui, la lutte contre le gaspillage alimentaire, moi j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans des commissions, mais ça serait bien qu'on puisse encourager au maximum, soutenir des actions souvent portées par des associations pour développer tout ce qui est achat en vrac, marché de quartier, choses comme ça, puisque ça permet quand même à des catégories de population peut-être pas forcément favorisées d'accéder à des produits autrement que par le biais de la grande distribution qui, jusqu'à présent, me semble-t-il, n'a pas pour objectif d'inciter les gens à peu acheter. Et du coup, je reviens aussi sur l'importance de la publicité. Tout ce qui peut être fait sur la réduction possible de la publicité serait évidemment un gain pour moins inciter les gens à surconsommer. Merci. Alors oui, cette consultation a été faite par Internet, mais on a aussi eu des ateliers au mois de juillet où là, des acteurs tels que l'habitat, ceux qui gèrent l'habitat social étaient présents, puisque c'est eux dont vous parlez. Il y avait de multiples associations. Donc voilà, on n'a pas fait seulement une concertation sur Internet qui n'est pas accessible à tout le monde. On a eu aussi des échanges avec des structures qui ont l'habitude d'agir sur le terrain. Après, vous les avez, je ne sais pas si ça correspond, mais dans l'axe 7, vous avez un soutien aux initiatives locales en faveur de l'économie circulaire. Donc, je pense que c'est de ça dont vous parlez. Avec 4 actions.
Maintenant, voilà, et notamment le soutien financier aux porteurs de projets liés à l'économie circulaire. Donc, on est toujours ouvert pour les soutenir. Après, il y avait une troisième, j'ai oublié. Pour le réemploi, oui, voilà, pour le réemploi, ça fait partie de l'axe 4. La réparation, le don. Et puis l'axe 6, l'accompagnement de tous les publics vers une consommation plus sobre et plus responsable. Donc là, avec une sensibilisation dans les écoles, mais auprès du grand public aussi, pour le mieux consommer. Donc, qui dit mieux consommer, c'est consommer sans emballage, ne pas gaspiller, enfin voilà. C'est-à-dire que tous ces 7 axes et ces 32 points, alors certains se recoupent, mais bon, le but, c'est de réduire, on va dire, le gaspillage alimentaire d'ici 2030 de 60%. Donc, c'est quand même très ambitieux et on va dire que ces actions peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et vous avez aussi la réduction de 20% des déchets ménagers résiduels. Oui, mais je vous remercie. Effectivement, enfin, je conviens complètement que tout ça est positif. Mais quand vous dites acheter avec moins d'emballage, c'était le sens de ma question par rapport à la grande distribution, avoir accès à des lieux d'achat qui permettraient ça, parce que sinon c'est compliqué à titre individuel, je veux dire. D'où les soutiens financiers qu'on peut apporter à ces petits commerçants. Mais mon collègue Rémi Riolo, qui est juste devant moi, pourrait dire on en a 2 ou 3 là, qui ont ouvert déjà sur Limoges. Et puis de toute façon, les grandes surfaces ont l'obligation de proposer une partie d'alimentation en vrac maintenant. Et ça va se développer. Donc je crois que tout le monde va y venir. Vous avez ce type de vente, la rue Othon-Péconnet, je ne vais pas faire... la promotion et puis Place des Carmes, peut-être que j'en oublie une troisième. Alors après, il y a aussi peut-être un problème de budget. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est forcément moins cher que la grande distribution. C'est autre chose. Bien. D'autres remarques? Émilie? Non, je ne prendrai pas part au vote sur la 3.1 puisque l'ADEME est sollicitée. Madame Rabeteau ne prendra pas part au vote sur la 3.1. Y a-t-il d'autres déports? Non. Abstention? Opposition? Adopté, merci. Monsieur le maire de Boisseuil, cycle de l'eau, cher Philippe. Merci Monsieur le Président. Bonjour, bonsoir chers collègues. Alors, 4 délibérations concernant l'eau potable et une concernant l'assainissement. 4.1, réalisation d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable, dans le lancement du marché en procédure avec négociation. Il vous est donc demandé d'autoriser le lancement de cette consultation en 3 lots sous forme de procédure avec négociation et d'autoriser le président à signer le marché avec les attributaires retenus par la commission d'appel d'offres. Le 4.2, démarche d'économie d'eau, donc convention avec l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Il vous est demandé d'approuver cette démarche afin que Limoges Métropole puisse bénéficier d'un appui aux économies d'eau pour les bâtiments et activités relevant de ses compétences et d'autoriser le président à signer la convention à conclure à cet effet avec le PTB Vienne. 4.3, convention constitutive d'un groupement de commandes entre Limoges Métropole et le syndicat de transport d'eau potable de l'Ouest de Limoges pour l'entretien des réseaux et ouvrages publics d'eau potable sur le territoire des communes extérieures. Lancement de la procédure en appel d'offres ouvert. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cette convention. Si le groupement est régulièrement constitué, d'autoriser en qualité de coordinateur le lancement de la procédure sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer l'accord cadre avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. 4.4, accord cadre relatif au renouvellement de la charge en charbon actif en grains des filtres de la station principale d'eau potable de Limoges Métropole, donc lancement de la procédure en appel d'offres ouvert. Il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer l'accord cadre précité avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. Concernant l'assainissement, 5.1, travaux de renouvellement et d'extension de réseau d'assainissement sur le territoire de Limoges Métropole,
Retrait de la délibération numéro 15.7 du 17 décembre 2021, lancement de la procédure en appel d'offres ouvert. Il vous est demandé de retirer la délibération numéro 15.7 du Conseil communautaire du 17 décembre 2021, d'autoriser le lancement de la consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer l'accord cadre avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. Merci Philippe. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Développement économique, Émile Roger. Cher Président. Convention de partenariat entre Limoges Métropole et l'association Limousine des professionnels des technologies, de l'information et de la communication dialectique au titre du plan d'action de la communauté French Tech 2022. Je vous ai demandé d'approuver ce partenariat ainsi que le versement d'une subvention de 31 732 € au titre du programme d'action 2022 et d'autoriser le président à signer la convention à intervenir dans ce cadre. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Vas-y, fais-la. Pleine Maison Aquitaine, soutien aux journées Limousine Or Rouge. Afin de favoriser son organisation, il vous est demandé d'approuver le soutien à cette manifestation ainsi que le versement d'une subvention de 6 000 € dans le cadre du régime juridique des aides de minimis et d'autoriser le président à signer la convention à intervenir dans ce cadre. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Leblanc. Oui, j'ai vu qu'il y avait dans le cadre de cette organisation des tables rondes auxquelles seraient invitées des personnes référentes reconnues. Est-ce qu'à ce jour, on sait quels sont les invités? C'est peut-être pas le cas. Donc, Enfin, Monsieur le maire a peut-être des informations que je n'ai pas, mais c'est eux qui composent les tables rondes. Donc je ne sais pas quelles sont les personnalités qu'ils ont invitées. Et si vous avez les horaires des tables rondes, vous serez la bienvenue dans l'assistance pour pouvoir poser toutes les questions que vous voudrez. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Bâtiment coupole et centre d'innovation et de recherche en électronique, le CIR, tarif de redevance d'occupation. Il vous est demandé d'approuver les nouveaux tarifs, d'approuver la tarification applicable à la délégation Aster et la VRUL en tant que structure et d'accompagnement dédié aux structures, aux start-up, de décider que cette nouvelle tarification entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour les nouveaux entrants et à échéance de chaque convention pour les locataires actuels. Cession d'une parcelle de terrain au groupe MGI Digital Technologies. Il vous est demandé d'accepter l'offre de ce groupe pour l'acquisition d'un foncier d'une superficie d'environ 4 785 m² et de donner un avis favorable à la vente moyennant le prix de 28 € hors taxe mètre carré, soit 133 980 € hors taxe. La 7.3, cession d'une parcelle de terrain à la Société d'aménagement foncier d'établissement rural à la SAFER, Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'un foncier d'une superficie de 2 922 m² et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 32 € hors taxe le mètre carré, soit 93 504 € hors taxe. Monsieur Pascal Robert. Ah oui, Pascal, tu as deux livres sur la CELI. Oui, 7.4. Opération concédée à la Société d'équipement du Limousin, Parc d'Esther, compte rendu financier de l'année 2021. Il vous est demandé d'approuver ce compte rendu financier. 7.5. Opération concédée à la Société d'équipement du Limousin Parc d'Esther, note de conjoncture 2022. Il vous est demandé d'approuver cette note de conjoncture pour 2022 et d'approuver le bilan prévisionnel de l'opération, complété par le plan prévisionnel de trésorerie. Merci Pascal. Alors, y a-t-il des questions déjà? Des oppositions, des abstentions jusqu'à la 7.3 incluse? Attends. Sur laquelle? Jusqu'à la 7.3, 7.1, 7.2, 7.3. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci.
Sur la 7.4 et la 7.5, les administrateurs de la CELI, à savoir Fabien Doucet, Ludovic Giraudy, Émilie Rabeteau, moi-même, Émile Roger-Lamberti, Vincent Léoni, Rémi Viroulot, Catherine Moga-Sicard, Pascal Tellier, Gaston Chassin, Vincent Jalbier et Sami Arifo ne prennent pas part au vote. Y a-t-il des oppositions pour la 7.4, la 7.5? Des abstentions? Adopté, unanimité, merci. Gaston, gestion des zones? Cession d'une parcelle de terrain au profit de la SCI de l'avenir, ou toute personne physique ou morale s'y substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'un foncier de 5 757 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente, moyennant le prix de 25 € hors taxe le mètre carré, soit 144 000 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Émile, relation avec l'université. 9.1 Mécénat de Limoges Métropole avec la Fondation de l'Université 2022-2024. Il vous est demandé d'approuver le versement d'une somme de 75 000 € à cette fondation en tant que mécène dans le cadre de la contribution financière de Limoges Métropole à la nouvelle levée de fonds pluriannuelle de 3 ans, 22, 23, 24, et d'autoriser le président à signer la convention à intervenir dans ce cadre. Y a-t-il des questions? Oui, Jean-Yves. Juste pour dire que je ne prends pas part au vote. Bien sûr. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Grands équipements, Fabien. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il vous est demandé, après communication que vous avez eue, de prendre acte du rapport d'activité 2021 concernant l'Aquapolis. Je tiens juste à vous préciser que dans les affaires qui nous opposent actuellement à l'Aquapolis, il ne faut pas faire l'amalgame et ne pas confondre le personnel de l'Aquapolis qui est en place sur site ici à Limoges, à savoir le directeur, la direction commerciale, les maîtres nageurs, les personnels d'entretien qui représentent à peu près 70 personnes pour à peu près 50 équivalents de temps plein, et la direction générale avec laquelle nous sommes en grande discussion. Donc je tiens ici publiquement à remercier le personnel qui a été mis à mal et pris à partie de la même façon que nous par sa direction et qui ont découvert la fermeture de l'établissement, pour certains le lundi matin devant la porte. Donc là, il s'agit du rapport d'activité de l'année 2021, où tout s'était relativement bien passé, hormis le Covid, mais je tenais à vous préciser quand même ces éléments. Merci. Y a-t-il des questions? Des oppositions? C'est une prise d'acte, tout le monde est d'accord? Parfait, pas de problème. Merci, tu continues? Alors, je continue sur la 10.2, donc qui concerne l'avenant relatif à l'indemnisation du légataire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 pour l'année 2020. Donc, c'était les discussions qui avaient été engagées concernant les périodes de fermeture sur l'année 2020 liées au Covid dans le cadre du contrat de DSP et qui concernaient l'accompagnement qu'on avait fait de la société Vermarine, comme nous l'avions fait pour le Zénith de Limoges Métropole avec la société Espace. Donc il vous est demandé d'approuver le principe de cet avenant et de l'indemnisation par Limoges Métropole à Vermarine 87 000, donc la société qui exploite l'Aquapolis, pour l'année 2020 pour un montant de 97 121,70. C'est un montant qui a été décidé on était d'accord entre Vermarine et Limoges Métropole après bon nombre de discussions et d'explications. D'approuver le versement d'un montant de 76 265,50 € au titre de la fréquentation réelle des élèves des écoles primaires, clubs et associations en tenant compte des périodes de fermeture de l'établissement. Donc là, nous réglons à Vermarine ce que nous leur devons au réel et non pas un forfait qu'ils souhaitaient nous réclamer, qu'ils auraient pu nous réclamer par rapport à la fréquentation de nos scolaires. D'approuver le remboursement, cette fois-ci par la société Vermarine à Limoges Métropole pour l'année 2020, d'un montant de 242 943 € au titre des articles 31.1 à 31.3 du contrat et du paiement de la taxe des ordures ménagères. Et d'autoriser enfin le président à signer cet avenant numéro 5. Voilà ce qui concerne l'indemnisation Covid pour l'année 2020. Ensuite,
suite à la fermeture, la réouverture sans que nous ayons versé quelques sommes d'argent. Donc nous nous sommes mis autour de la table au cours d'une réunion qui était prévue. Vous avez été au courant dans les différentes communications. Et donc la société Vermarine nous a fait passer pas mal d'éléments, et notamment un courrier nous demandant une provision par rapport à la situation d'un montant de 250 000 €. Donc ce que nous avons bien évidemment refusé, compte tenu de plusieurs éléments. Un, la situation dans laquelle ils nous avaient mis. Deux, et je reste sur les positions qu'on avait actées, à savoir qu'on ne paierait pas les risques qu'ils ont pris par rapport au contrat d'électricité. Donc les discussions ont été relativement âpres. Mais par contre, on se doit de les accompagner dans le cadre de notre contrat de DSP et dans le cadre de la théorie de l'imprévision. Et donc il a été convenu, et on les a fait plier une deuxième fois, puisqu'ils avaient demandé 250 000 et on est redescendu à 150 000, c'est-à-dire la somme qu'on estimait devoir leur verser. Et donc on est tombé sur un protocole transactionnel pour l'instant, à titre provisionnel, de 150 000 €, et c'est ce qu'on va vous demander d'approuver ce soir. Merci. Bon, tout d'abord, sur la gestion de ce dossier, moi je tiens à remercier publiquement Fabien Doucet, qui a vraiment, s'est vraiment impliqué au quotidien dans le traitement du sort qui nous avait été fait par Vermarine. Ce conseil est diffusé, donc je vais vous dire ce que je pense du comportement de cette entreprise. Ces gens se sont conduits comme des voyous à notre égard, et pas qu'à notre égard. Les choix qu'ils ont fait d'aller sur des marchés spots sur l'électricité les regardent, et ce n'est pas aux contribuables des collectivités d'assumer des choix de gestion des entreprises. Donc Fabien a été très performant avec les services dans les négociations que l'on a menées avec eux, puisque vous tombez de presque 900 000 à 150 000, c'est vous dire le sérieux de ces gens-là dans les négociations. Donc moi, ce que je veux que vous reteniez toutes et tous de ce dossier, c'est que les services de l'agglomération et que les élus en charge, sous la houlette de Fabien, ont été vraiment à la hauteur de l'enjeu, et je tiens à les remercier publiquement, et surtout retenir le fait que nous n'avons pas eu à aller au-delà des termes du contrat, et que le contribuable de Limoges Métropole n'est pas pénalisé suite à la réouverture de l'Aquapolis. Il n'y a pas eu de surcoût à la charge du contribuable. Ce qu'on leur doit dans le cadre de la crise Covid, c'est un dû. Ils continuent à avoir une créance à notre égard. Et l'accompagnement des mesures énergétiques, bon, ça fait partie des termes du contrat dans les justes proportions. Donc il n'y a pas eu de dépenses supplémentaires assumées par le contribuable. Après, demain sera un autre jour. Qu'est-ce qu'il adviendra de cette DSP? Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler et d'étudier les pistes éventuelles qu'il conviendrait de mettre en place à l'avenir. Pour l'instant, le centre aquarécréatif fonctionne et les termes du contrat sont respectés. Et pour l'heure, c'est tout ce qui m'intéresse et ce qui m'importe. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame Ildiri. Monsieur le Président, je voudrais aussi saluer le travail qui a été effectué par nos services, par Fabien Doucet, pour faire en sorte que cet équipement, qui est un service public, il faut le rappeler, certes c'est une piscine, mais c'est un service public, cet équipement puisse continuer à fonctionner et donc remplir les missions qui lui sont confiées. C'est vrai que la société Vermarine pouvait invoquer la fameuse théorie de l'imprévision, mais je crois qu'il faut aussi rappeler les conditions d'application de cette théorie. Il faut bien sûr un événement imprévisible, et là je crois qu'il n'y a pas de discussion sur le fait que la guerre en Ukraine est un événement imprévisible donc au moment de la conclusion de la DSP, donc ce n'était pas un aspect discutable. Il faut un bouleversement de l'équilibre de l'économie du contrat, mais il faut surtout, et je présume que vous en avez tenu compte, que cette situation soit extérieure aux délégataires. C'est-à-dire qu'en fait, que ce n'est pas dû entièrement ou pour partie au comportement du délégataire. Et donc, par rapport à ce que vous venez de dire et aux informations que l'on a eues, c'est que la société Vermarine a eu aussi un comportement risqué à essayer de trouver des marchés peut-être plus ou moins fiables. Et donc, la situation de la société Vermarine est due aussi en partie
à des décisions de gestion. Et donc c'est pour ça qu'il était important d'en tenir compte dans la négociation, et le fait que vous avez annoncé le chiffre de 250 000 et qu'au bout du bout, donc la négociation s'est arrêtée à 150 000. Donc ça, il faut quand même le rappeler, parce que c'est facile d'invoquer la théorie de l'imprévision en disant les prix flambent, vous, collectivités locales, vous devez payer. Oui, bien sûr, il y a une obligation de tenir compte de ces événements, mais il y a aussi une part de responsabilité du délégataire, et je terminerai en disant que l'attitude de la société Vermarine a été vraiment au-dessus de tout, et donc notamment en termes de la façon dont on a été traité. Donc c'est pour ça que je trouve que la négociation a été plutôt, vous avez mené une négociation plutôt juste. Je vous en remercie, je vais redonner la parole à Fabien, mais la prof de droit civil et de droit des contrats que vous êtes nous met 18 sur 20 au cas pratique, en gros. C'est pas ça l'idée. 150 000, c'est justement parce qu'on a répondu correctement au cas pratique. Vous le soulignez parfaitement. Il y a une imprévision, qui n'est pas d'ailleurs que liée à la guerre en Ukraine. Vous savez, la guerre en Ukraine, sur le prix de l'énergie, elle commence à avoir bon dos sur beaucoup de sujets, y compris sur les matières premières. Mais c'est un autre débat. Il y a une imprévision sur le prix de l'énergie, et eux, à l'intérieur de cette imprévision, ils ont fait un choix de gestion d'aller sur des marchés spot, d'aller sur la bourse de l'énergie. Donc nous considérons, dans le cas pratique qui nous a été posé, que ça, ce n'est pas notre sujet. En revanche, s'ils avaient eu un contrat conventionnel d'achat d'énergie classique, avec une convention avec le fournisseur, tel que c'est le cas dans d'autres centres aquarécréatifs, nous aurions été quand même obligés, sans doute, s'il y avait eu un contentieux, d'aller vers un complément d'accompagnement, d'où les 150 000. Et je peux vous dire que, et Fabien va le préciser techniquement, on aurait pu même sans doute aller au-delà de 150 000. Donc on s'en sort très bien avec les 150 000 euros. Donc merci pour la mention très bien au cas pratique. Fabien. Oui, vous avez quasiment tout dit, Monsieur le Président. Merci déjà, Madame, de vos remerciements, mais moi, j'y ne suis pour rien. Je tiens à remercier ici aussi publiquement l'ensemble de l'équipe qui était derrière moi, et j'ai découvert des services avec lesquels je n'ai pas l'habitude de travailler. Je suis très très fier d'avoir porté leur voix, mais derrière, c'est toute une équipe soudée, jour et nuit, parce que pendant 10 jours, ça a été effectivement un travail de longue haleine. Je peux vous dire qu'on a piqué parfois quelques fous rires de crise de nerfs, parce que quelques réponses de la société Vermarine étaient franchement à vous faire dégoupiller, mais surtout une belle équipe, et je tiens à les remercier. Je ne veux pas tous les citer là, mais ils se reconnaîtront, parce que je suis très très fier d'avoir été dans eux. Votre définition du contrat de DSP est fort juste, et il y a un élément que vous avez juste, sur lequel vous n'avez pas insisté, c'est le risque est un élément de délégation de service public. Le délégataire doit prendre le risque de la délégation. Et on est clairement là-dedans. Il y a le risque d'exploitation normal, et puis il y a le risque d'exploitation quand on joue en bourse. Et là, ils ont joué en bourse, ils ont perdu, mais clairement, et depuis le début, depuis le 5 septembre, on les a matraqués médiatiquement. Alors c'est vrai que j'ai été sur le devant de la scène, mais ça faisait aussi partie de la stratégie de les matraquer médiatiquement pour bien faire comprendre qu'on ne les lâcherait pas. Et je veux juste terminer par un petit bémol. On n'a pas gagné la guerre. On a gagné une première bataille en les faisant rouvrir sans avoir rien versé. On a gagné une deuxième bataille en les faisant céder sur la provision qu'ils nous ont demandé. Mais ces gens-là sont capables d'à peu près, je pense, tout. Ils sont revenus un petit peu à la raison. Mais nous, il faut qu'on soit encore très, très vigilants. Et je peux dire que les services sont extrêmement vigilants par rapport à ça. On a juste un petit peu de répit. Et il va falloir qu'on soit très prudent. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai toujours pas compris, c'est d'où ils partaient et où ils voulaient aller. Parce que leur stratégie est juste suicidaire. Et on est encore en train de se demander où ils voulaient en venir. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était juste un truc de fou, parce qu'ils n'avaient pas besoin de le faire, en fait. Et comme vous le disait le Président, on aurait été obligé, et dans les différentes théories que vous avez évoquées, on était obligé de les accompagner. Donc c'est incompréhensible. Madame Ingrid.
Un dernier mot, parce qu'on ne va pas non plus donc faire un cours de droit. Simplement, il faut, si la question se pose dans l'avenir, il faudra quand même être vigilant, parce que le fait d'accompagner l'entreprise face à un risque, certes, donc théorie de l'imprévision, mais il ne faut pas non plus que le soutien apporté par notre EPCI remette en cause les termes du contrat et avantage l'entreprise, ce qui obligerait véritablement à remettre la délégation en concurrence. Vous voyez? Donc oui, c'est pour ça qu'il faudra quand même être vigilant dans l'avenir si la question se pose, parce que la société ne peut pas avoir une couverture financière de la collectivité en cours de route, alors que les termes du contrat au départ n'étaient pas le cas, parce que sinon il faudra repasser par une mise en concurrence. On est tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. On aurait pu tenter le coup sur le Covid. Hein. On aurait très bien pu dire à nos délégataires, nous on ne vous accompagne pas, mais on se serait retrouvé, vous le savez très bien, devant le tribunal, et c'est le juge qui aurait décidé. Et d'ailleurs, les taux de participation sur ces théories, notamment de l'imprévision, que ce soit pour le Covid, hein, on l'a voté sur l'année 2020, c'est de la jurisprudence au niveau des tribunaux. C'est-à-dire que ça va entre 85, 90 et 95%, parce que c'est les juges qui le déterminent. Donc on préfère se mettre à la table, et d'ailleurs le montant qu'on a indemnisé pour l'année 2020 du Covid à 97 000 est à peu près 40 000 € en dessous de ce qu'ils nous avaient demandé. Nous, on avait dit 75 000, ils étaient à peu près 130 000, je crois, quelque chose comme ça, et on est arrivé à 97 000. Sinon, c'est devant le juge que ça se décide, avec après la pièce qui retombe, ou de notre côté, ou du leur. C'est vrai que, je suis d'accord avec vous, mais on est un peu, on est coincé par un contrat de DSP d'un côté, on est coincé par la loi de l'autre. Merci. Oui, Monsieur Dia. Bon, pareil, après mon ancien enseignant, dont j'étais le chargé TD pendant 5 ans, est présomptueux, mais je me permets d'avoir une lecture légèrement différente, qu'il me soit excusé d'affirmer que ce qu'on donne à cette société, excusez-moi, hein, c'est fort de café, parce que si on théorise la théorie de l'imprévision, il y a un critère essentiel qui a été dégagé par le professeur Denis Mazot. Faudrait-il que dans le contrat, initialement, dans les clauses, la théorie de l'imprévision soit prévue par les parties? Il me semble que tel n'est pas le cas. Deuxième élément essentiel, une rupture unilatérale. Troisième élément essentiel, il y a un manquement aux obligations contractuelles. Et je pense que si on allait au tribunal, Fairmarine allait perdre et indemniser. Je vous remercie. Alors, réponds à Maître Dia. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Cher maître, j'essaye de vous répondre à mon petit niveau concernant la rupture unilatérale du contrat. C'était une des possibilités qu'on avait, s'il ne l'avait pas rouvert, de rompre le contrat avec Vermarine. Mais on l'a fait de façon graduelle, en les mettant en demeure dès le 5 septembre de rouvrir. On les a mis en demeure de réouvrir sous séquestre, et ce qui les a fait plier pour qu'ils rouvrent. Sinon, on allait vers une rupture unilatérale de contrat pour une cause grave. Et donc là, on prenait la main. Donc, par contre, attention, aujourd'hui, dans la discussion, je n'ai pas souhaité chiffrer le montant du préjudice des 10 jours de fermeture. Mais je pense que vous me connaissez tous à peu près bien pour bien comprendre que les 10 jours de fermeture, c'est ni la communauté urbaine d'Idoucet qui va les payer. Hein. Parce qu'il y a un moment donné, on va en parler. Je n'ai pas souhaité en parler tout de suite, mais il y a un moment donné à la fin, il y aura une ligne dommages, et notamment par rapport aux usagers, à l'image qui a été renvoyée de la communauté urbaine, qui a été écorchée, et ça, c'est pas la communauté urbaine qui va payer, c'est Vermarine qui paiera. Donc ça, aucune inquiétude par rapport à ça. Concernant la théorie de l'imprévision, elle est de facto, même si elle n'est pas dans le contrat, devant un juge, le juge la mettra en œuvre par rapport au législateur qui a demandé pendant la période du Covid, a mis en place des mesures spécifiques pour ces contrats-là pour pouvoir appliquer les théories d'imprévision. Et c'est ça la problématique. Mais encore une fois, c'est le juge. On aurait pu aller directement au juge. Et devant le tribunal pour pouvoir et aller au conflit directement. Mais je pense qu'il valait quand même mieux qu'on parte sur une discussion plutôt que de se retrouver devant un juge avec des taux
qui était supérieur à ce qu'on a versé notamment sur le Covid. Parce qu'on est exactement dans la même situation avec cette problématique de l'énergie qu'on l'a été sur le Covid il y a 2 ans. Hein. Et juste pour terminer, je redonne la parole, on va avoir une même demande au niveau du Zénith, du délégataire, par rapport au coût des fluides. Parce que ça arrive. Parce qu'ils savent qu'ils ont le droit de demander ces accompagnements. C'est tout, c'est un contrat de DSP, on est dessus, ben, voilà, pour ou contre, hein, le débat il n'est pas là. Le tout c'est qu'il faut qu'on les accompagne. Et puis il y a quand même un autre sujet, c'est que on a quand même besoin de cette société-là parce que, je veux dire, il faut quand même qu'on ouvre et qu'on gère notre Zénith. On a bien vu le bazar que ça a été quand ça a été fermé, donc vous imaginez si on était resté encore fermé, 10 jours, 15 jours ou 20 jours de plus, quoi. Thierry. Monsieur le Président, mes chers collègues, alors moi je ne devais pas rentrer dans une controverse juridique, hein, j'ai sans doute pas les capacités en matière de droit civil de Monsieur Dia, même si j'ai quelques connaissances en droit pénal, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même sujet, donc il ne faut pas confondre les uns et les autres. Ce que je voulais dire, au-delà de ce que l'on peut dire sur les conditions d'indemnisation, sur le devenir de ce que sera la délégation de service public, c'est que Monsieur Doucet l'a dit, il a fait l'objet d'un matraquage médiatique, moi aussi, et je pense que l'opposition que je représente d'une part avec beaucoup d'autres ici a fait preuve de responsabilité. À aucun moment n'a manqué de solidarité envers la gestion de ce conflit, parce que nous avions à l'esprit le statut des employés, nous avions aussi à l'esprit le devenir des usagers, des collégiens et de ceux qui individuellement peuvent bénéficier de la piscine. Je crois que c'est important d'avoir ce sens de responsabilité. C'est avec le même sens de responsabilité, je pense que nous aurons l'occasion d'évoquer à la fois juridiquement, commercialement et autres, les conditions de la prochaine délégation de service public quand celle-ci arrivera à échéance en 2025. Je vous remercie. Allez, on ne va pas faire une exégèse du contrat là, de Non, simplement, je ne voulais pas reprendre la parole, mais je vais répondre à Monsieur Dia. Il est certain que l'attitude de la société Vermarine est illégale. Et que, bien sûr, notre PCI aurait pu saisir le juge pour éventuellement demander la résiliation. Ce n'est pas le choix qui a été fait, tout simplement parce qu'il y a aussi une réalité, il faut que cet équipement soit ouvert et qu'il remplisse ses missions. Donc c'est pour ça que je comprends la position de notre EPCI d'essayer de trouver un terrain d'entente et d'entamer des négociations. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas en droit civil, mais en droit administratif. Et en droit administratif, vous n'avez pas besoin de clause dans le contrat qui prévoit l'imprévision. C'est la fameuse jurisprudence Gaz de Bordeaux de 1916. Pour la petite histoire, c'était la société Gaz de Bordeaux qui s'occupait de l'éclairage de la ville de Bordeaux. À l'époque, ça s'éclairait au gaz. Le gaz venait du nord de la France, 1914, champ de bataille, et donc le contexte avait changé. Et donc le juge a reconnu la possibilité de renégocier le contrat alors même qu'il n'y avait pas de clause qui prévoyait cette renégociation. Donc parce qu'on est en droit administratif, et donc ce n'est rien d'autre que l'application de cette jurisprudence. Excusez-moi de ce cours de... Pas de problème. Et Monsieur Dias, Monsieur Dia, Monsieur Dia. Si un... Non, je dis... Non, mais je ne te demande pas de parler. Je te dis juste que si un jour nous avons un contentieux avec Vermarine et que tu veux plaider ce contentieux, il faudra juste démissionner de ton siège de conseiller communautaire. Non, je disais mais ça peut s'arranger. Par respect, je ne vais pas entrer dans le contradictoire, tel n'est pas l'objet. Merci. Pas d'autres demandes de prise de parole? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Merci beaucoup, Fabien. Bon, Vincent Jalbi étant absent, sur la politique contractuelle et les fonds européens, c'est Bernard Talamy qui va nous rapporter les délibes. Bernard. Donc on va changer de sujet, on va parler de la politique contractuelle et des fonds européens. Donc d'abord d'une nouvelle contractualisation avec le département de la Haute-Vienne sur le contrat départemental de développement métropolitain sur la période de 2022-2026.
Il vous est demandé d'approuver donc ce nouveau contrat et d'en autoriser la signature et de prendre acte de la liste des opérations programmées sur l'année 2022 et d'autoriser le président à solliciter la participation financière du département de la Haute-Vienne sur la base de cette programmation. Pour rappel, il y a les projets de Limoges Métropole, les projets des communes et des opérations réalisées par le département sur le territoire de Limoges Métropole. La seconde délibération concerne le volet territorial des fonds européens et donc des demandes de subventions de fonds européens agricoles pour le développement rural, le FEADER, au titre de l'aide préparatoire à l'élaboration de sa stratégie. Donc là, il vous est demandé d'autoriser le président à solliciter le financement des dépenses engagées pour l'élaboration de la stratégie locale de développement commune de Limoges Métropole et Élan au titre de cette aide préparatoire, puisque les territoires de contractualisation, c'est bien Élan et Limoges Métropole. Y a-t-il des questions? Madame Ildirim. Oui, Monsieur le Président, une brève intervention sur le fait que je me réjouis de l'aboutissement de la nouvelle contractualisation entre le Conseil départemental et Limoges Métropole. Donc le précédent contrat était arrivé à échéance et donc il fallait véritablement qu'on trouve donc une nouvelle contractualisation. Ce que je voudrais souligner, c'est le travail qui a été mené entre les services du département et les services de l'agglomération pour aboutir à ce nouveau contrat. Et puis, je voudrais aussi mentionner que le département fait un effort supplémentaire à l'occasion de cette nouvelle contractualisation, puisque lors du précédent contrat, le soutien du département était un peu plus de 28 millions d'euros. Il passe à 52 millions d'euros. Bien sûr, donc, en soutenant les projets structurants de notre EPCI en lien avec le projet de territoire, le projet des communes, bien sûr les projets du département dans notre agglomération. Et je voudrais tout simplement me réjouir de l'aboutissement de cette négociation et de cette discussion entre le département et l'agglomération. Écoutez, nous sommes deux à nous réjouir. Je serais tenté de vous dire que dans les secteurs civilisés et dans les collectivités civilisées, c'est comme ça que ça se passe partout. C'est comme ça que ça se passe partout. Sur l'enveloppe que vous... C'est quand même une enveloppe de 7 millions qui est une contractualisation entre le département et les communes de l'EPCI. Les communes sont certes dans l'EPCI, mais elles sont aussi dans le département. Donc, en réalité, il y a une bonification, mais bon, il y a aussi dans cette enveloppe, il faut présenter les choses de manière très transparente, une contractualisation directe entre le département et les communes. Voilà, donc, voilà. Mais je suis ravi que ça se passe bien, mais j'allais dire heureusement, parce qu'au final, rien de plus normal. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur le Président. Oui, je ne vois pas qui parle. Ah, Monsieur Dia, oui. Juste me réjouir du fait que vous avez la bonne foi de préciser que ça se passe comme ça dans toutes les communes. Parce que derrière l'intervention de Mme Gulsen, on peut sous-entendre que le parallèle avec une autre commune. Tel n'est pas le cas. Ça se passe comme ça dans l'ensemble des EPCI de France et de Navarre. Merci. D'autres remarques? Opposition? Abstention? Adopté. Merci. Vincent, aménagement de l'espace. Communication. Alors, sur la communication concernant le rapport annuel 2021 de la Commission intercommunale pour l'accessibilité, il vous est demandé de prendre acte de l'examen du rapport de cette commission. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Tu poursuis, tu fais tout en bloc. Okay. On verra sur des groupes. Alors, sur le PLUI et urbanisme, l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Chaptelat, arrêt du projet d'élaboration du PLUI. Il vous est demandé d'approuver le bilan de la concertation préalable, d'arrêter le projet de PLU de la commune de Chaptelat, de soumettre pour avis ce projet de PLU aux personnes publiques associées, aux organismes visés par article R153-6 du Code de l'urbanisme, et à la commune de Chaptelat et à leur demande aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés, et à la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, la CDPNAF.
L'arrêt du projet de révision allégée numéro 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Limoges, reclassement d'une zone naturelle ludique et ou de loisirs NL par une zone NLG sur le secteur du Zura. Il vous est demandé de considérer comme favorable le bilan de la concertation présentée, d'arrêter ce projet de révision allégée numéro 5 et de le soumettre à l'avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, CDPNAF, et lors d'un examen conjoint au maire de la commune de Limoges, aux personnes publiques associées, aux communes limitrophes aux EPCI qui ont demandé à être consultées sur ce projet. 13.3, l'approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme de Limoges, modification des règlements écrits graphiques et des orientations d'aménagement et de programmation. Il vous est demandé d'approuver cette modification numéro 1. Et enfin, 13.4, l'approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme de Limoges, modification des règlements écrits et graphiques. Il vous est demandé d'approuver cette modification numéro 1 également. Des questions? Oui, Julie. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision, voilà, en ce qui concerne le PLU de Chaptela, juste expliquer et insister sur le fait qu'il s'agit d'un PLU responsable et vertueux, qu'on est sur une réduction de 65% des espaces urbanisés. Et dans le même temps, j'insiste aussi sur le fait que nous avons travaillé et affirmé la centralité de la fonction urbaine de notre bourg, qui est notre priorité en tant qu'élu communal. D'autres remarques? Oui. C'est un appel à toutes les communes et à tous les maires. N'oubliez pas que si on veut du développement économique, il faut penser à de la constructibilité économique sur l'ensemble des communes de l'agglomération. On manque de terrain à construire. Je peux débloquer 20 hectares parce qu'on a un besoin urgent, mais là encore, il faut qu'on accélère les modifications. Donc pensez-y tous. Hein, Gaston, tu te joins à moi pour cet appel, hein? Voilà. Bien. Opposition? Abstention? Adopté, merci. La création d'une commission locale des sites patrimoniaux remarquables des communes de Limoges et de Fétia devait donner lieu à une délibération. Mais il m'est indiqué que les collèges ne sont encore pas composés, notamment de la part des remontées préfectorales. Donc cette délibération est reportée à un ordre du jour ultérieur. Vincent, sur les affaires foncières en remplacement de Jacques Roux. Oui, alors 14.1, intégration au domaine public communautaire, lotissement Castelcoyol, commune de Couzex. Il se demandait d'autoriser l'acquisition à titre gratuit de 2 parcelles de terrain du lotissement Castelcoyol, 6 sur la commune de Couzex, et d'autoriser leur classement dans le domaine public communautaire. 14.2, acquisition de parcelles de terrain situées à Riac-Rancon, propriété de la société LMC, représentée par M. Gabilly. Il se demandait d'autoriser l'acquisition de ces parcelles de terrain moyennant le prix de 500 €. 14.3, acquisition d'un ensemble immobilier 6 à Limoges, au 252 avenue du Général Leclerc au profit de Limoges Métropole. Il se demandait d'autoriser l'acquisition de cet ensemble immobilier moyennant le montant de 612 000 € hors taxes. 14.4, acquisition d'une parcelle de terrain située à Verneuil-sur-Vienne, propriété de Madame Père Veuve Porcher. Il se demandait d'autoriser l'acquisition de cette parcelle de terrain moyennant le prix de 100 €. 14.5, acquisition d'une parcelle de terrain située au Palais-sur-Vienne, le Haut-de-Juillac, propriété de la Céline. Vous est demandé d'autoriser l'acquisition de cette parcelle de terrain moyennant le prix de 28 € hors taxe par mètre carré, soit environ 140 000 € hors taxe. 14.6, acquisition immobilière de la parcelle de terrain à Île, avenue des Bailles, propriété du département de la Haute-Vienne, en vue de la création d'aménagements cyclables dans le cadre du schéma directeur intercommunal des aménagements cyclables, le SDIAC. Il est demandé d'autoriser l'acquisition de ces parcelles de terrain moyennant le prix de 3 516,25 €. 14.7, cession immobilière d'un délaissé de voirie situé 8 rue des Métairies, commune de Périllac, propriété de Limoges Métropole, au profit de M. Malherbe. Il est demandé de constater la désaffectation de ce délaissé de voirie, de prononcer son déclassement en vue de son transfert dans le domaine privé de Limoges Métropole et de le vendre moyennant le prix de 400 €. Et enfin, 14.8, cession immobilière d'une emprise de domaine public 6 cours de la Grange de Beuil, commune de Vérac, propriété de Limoges Métropole au profit de M. Boutinon Thomas. Il vous est demandé de constater la désaffectation de cette emprise, de prononcer son déclassement en vue de son transfert dans le domaine privé de Limoges Métropole et de le vendre moyennant le prix de 750 €. Merci, M. Léoni. Y a-t-il des questions jusqu'à la 14.5 incluse? Je le passe au vote. Opposition? Abstention adoptée. La 14.6 concernant l'acquisition immobilière de parcelles de terrain à Île en vue de l'aménagement du SDIAC doivent se déporter du vote en raison de leur mandat de conseillers départementaux. Messieurs Larcher, Géraudy, Cubertafon, Miguel et Bégou, et mesdames, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, Gentil, Debourg et Ildirim. Y a-t-il des oppositions?
Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Vincent? Oui, Monsieur le Président, 14.5, CELI. Il faudrait un déport des membres de la CELI. Exact. Les administrateurs de la CELI se... Exact. De 14.5, les administrateurs de la CELI dont on a eu la liste précédemment se déportent. Et 14.7, 14.8, des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Vincent, toujours. Amélioration du cadre de vie. Cadre de vie, assistance à maîtrise d'ouvrage, 15.1. Pour les études de revitalisation des centralités périurbaines des communes de Limoges Métropole, lancement et autorisation de la procédure en appel d'offres ouvert. Il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer l'accord cadre avec les attributaires retenus par la commission d'appel d'offres. 16.1, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à l'organisation d'un événement pour les 30 ans de l'Observatoire immobilier de la Chambre de commerce et d'industrie. Il vous est demandé d'approuver le soutien de Limoges Métropole à cet événement, ainsi que le versement d'une subvention de 4 000 € et d'autoriser le président à signer la convention à intervenir dans ce cadre. Questions? Abstention? Opposition? Adopté, merci. Continue. Logement social, 17.1, autorisation de conclure un bail emphytéotique avec Limoges Habitat et approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux en acquisition-amélioration par l'Office public de l'habitat d'un immeuble 6-12 rue de Porte-Panet à Limoges dans le périmètre de l'opération de réalisation du territoire, ORT. Il vous est demandé d'approuver ce projet de bail ainsi que le versement d'une aide exceptionnelle de 140 000 € à Limoges Habitat pour ce projet et au titre de l'ORT et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Limoges Habitat. 17.2, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réhabilitation de logements sociaux situés à Limoges, 1 allée du Maréchal Lyoté, par Limoges Habitat, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain NPNRU. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 484 465 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Limoges Habitat. 17.3, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux par Noalis à Condat-sur-Vienne, Codadil. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 10 000 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Noalis. Et enfin, 17.4, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux par Noalis à Riac-Rancon, rue de Ventadour. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 19 000 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Noalis. OK. La 17.1 et la 17E2, les administrateurs de Limoges Habitat ne prennent pas part au vote. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci Vincent. 17.5, désignation d'un représentant au conseil d'administration de Limoges Habitat. Monsieur Bertrand Machat, désigné par délibération en date du 20 juillet 2020 au titre de personne qualifiée en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ses politiques ou en matière d'affaires sociales, a fait connaître son souhait d'être remplacé dans sa fonction. Il vous demandait de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ayant également la qualité de personne qualifiée au sein du conseil d'administration de Limoges Habitat. Bien, y a-t-il, pour désigner le représentant, y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Non. Merci. Je vous propose la candidature de M. Philippe Chadla, proviseur du lycée hôtelier Jean Monnet, en retraite depuis le 1er septembre de cette année. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Jean du Voyage, Madame le maire de Chaptelat. Approbation de la participation financière de Limoges Métropole à l'organisation d'une journée sur la thématique des gens du voyage en partenariat avec Idéal Connaissance. Il vous est demandé d'approuver le versement d'une subvention de 10 000 € à Idéal Connaissance pour l'organisation de cette journée et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, Gaston. Oui, en ce qui concerne cette journée, bon, je comprends qu'on puisse l'organiser à Limoges parce que ça a un intérêt pour l'attractivité de notre territoire, faire venir des gens. Et cette réunion, elle tourne un petit peu dans les métropoles. Bon, on va donner 10 000 € pour l'organisation de cette journée. Pourquoi pas? Après, je souhaiterais qu'au cours de cette journée soient bien abordées les vraies problématiques que rencontre notre territoire dans ce domaine. Voilà, c'est pour ça que je vous invite à y aller nombreux. Oui, voilà. Et nombreux. Préciser parce que c'est pas non plus qu'une fête et voilà. Je crois que c'est de rencontrer les différents partenaires pour voir comment les problèmes peuvent être résolus. Il n'y a pas que des problèmes, mais il y en a quand même. Voilà. Madame Leblanc.
Moi, je voudrais juste revenir sur la formulation. Il me semblait qu'on l'avait évoqué en commission. La thématique des gens du voyage, ça me paraît un peu étrange, puisqu'il me semble qu'on avait évoqué l'idée de mettre la thématique de l'accueil des gens du voyage. Ça peut paraître dérisoire, mais les gens du voyage dans leur ensemble, c'est pas une thématique, quoi. Enfin, c'est mon point de vue. C'est exactement ça. Voilà, c'est une erreur là sur le report de la délibération. C'est bien parler de la problématique de la politique d'accueil des gens du voyage. Et pour répondre à Gaston, oui, en effet, c'est une journée nationale qui tourne sur les métropoles chaque année. Idealco nous a sollicité. Ça regroupe à peu près 250 participants, des élus, des agents, des professionnels du secteur, des experts, des tables rondes, des gens du voyage aussi y participent. Et c'est le moment aussi de parler de sujets qui peuvent être douloureux pour les élus communaux, mais nécessaire de se réunir. Et donc c'est un échange de pratiques, de connaissances. Je voudrais préciser que l'État aussi va subventionner cette journée à hauteur de 10 000 €, la CAF aussi à hauteur de 3 000 €. On a sollicité le département qui seront présents sur chacune de nos tables rondes. Et il y aura aussi quelques fonds privés. Je vous remercie. Oui, monsieur le maire de Panazol. Chère Julie, je sais que tu me regardes avec attention, mais après concertation avec Gaston, nous allons voter bien évidemment cette délibération avec beaucoup d'espoir sur cette journée, qu'on puisse trouver effectivement de vraies solutions, mais surtout que les lois en vigueur et les lieux qui sont mis à disposition puissent être à un moment donné respectés et qu'on ne se retrouve pas avec des aires d'accueil qui sont vides, avec des caravanes qui investissent des lieux qui ne leur sont pas autorisés, sans que personne ne puisse rien dire, tout simplement parce qu'ils sont en bis-bis avec une autre famille. Donc voilà, je fais profil bas avec Gaston. Tu sais qu'on est très sensible à ce sujet-là. J'ai grand espoir et j'espère que ces 10 000 € permettront de faire comprendre à ces gens-là qu'il faut aussi, à un moment donné, qu'ils respectent les lois et les lieux qui leur sont mis à disposition. Donc voilà. Bien. Je note Fétia et Panazol présents à la table ronde. Madame Leblanc. Oui, d'où l'importance essentielle des gens du voyage eux-mêmes. Pas d'autres remarques? Oui, Émilie. Non, juste Julie, à un moment il était question que les communes participent aussi. Ça, on a avancé ou... C'est en effet une demande pour les communes, pas les 20 communes de Limoges Métropole, mais les communes qui répondent aux obligations de la loi Besson. Elles peuvent symboliquement faire une délibération au sein de leur conseil municipal, ne serait-ce que 200 €, parce que vous avez des obligations dans le cadre de la loi Besson. Mais nous, on vous le demande symboliquement. Ok. Verneuil l'a déjà fait et je remercie Monsieur Robert. Bon. Opposition? Abstention? Adopté, merci. Infrastructure et services cyclables. Jean-Marie H. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous rappelle que la délibération relative à l'aide à l'achat de vélos a été retirée de l'ordre du jour. Une nouvelle version, bien évidemment, plus complète et aboutie, sera présentée lors de la prochaine commission Mobilité et Réseau. Ensuite, je vais vous parler de la fourniture et pose d'une consigne individuelle de stationnement vélo. Il s'agit d'une convention avec la commune de Verneuil-sur-Vienne dans le cadre du beau projet, monsieur le maire, de vélobus avec l'école élémentaire Thomas Pesquet. C'est un très beau projet. Il vous est demandé d'autoriser donc le président à signer cette convention, de valider le plan de financement prévisionnel et d'autoriser le président à solliciter la participation financière de la Fédération française des usagers de la bicyclette FUB qui participe à hauteur d'un peu plus de 5 500 €, ainsi que tout autre financement. Y a-t-il des questions? Les oppositions? Les abstentions? Adopté, merci. Transport urbain, Gilles. Oui. Donc un accord cadre relatif à l'acquisition d'un système de priorisation au feu pour l'exploitation du réseau de transport urbain, lancement de procédure. Il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme de procédure avec négociation et d'autoriser le président à signer cet accord cadre avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. 20.2, projet de pôle d'échange multimodal de Beaublanc-Coubertin, procédure de concertation préalable. Il vous est demandé d'approuver les objectifs poursuivis par ce projet et le lancement de cette procédure.
23, protocole transactionnel tripartite, reprise définitive de la structure de chaussée du pôle d'échange multimodal de la Bâtine. Il vous est demandé d'autoriser la conclusion de ce protocole pour assurer un partage de financement entre les parties du protocole des prestations permettant de répondre définitivement aux désordres constatés lors de la réalisation des voies de circulation de ce pôle d'échange. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci beaucoup. Biodiversité. Madame le maire de Condat. Monsieur le Président, chers collègues, 21.1, convention de transfert de maîtrise d'ouvrage relative à la mise en place d'une gestion éco-pastorale de terrains communaux. Cette fois-ci, nous allons à Boisseuil, site Beauregard. Il vous est demandé d'approuver le principe de cette convention et d'autoriser le Président à signer la dite convention avec la commune de Boisseuil. 21.2, convention de partenariat de gestion entre la commune de Bonnac-la-Côte, l'Office national des forêts et Limoges Métropole, dans le cadre des mesures compensatoires en faveur de la biodiversité, secteur de Villechenoux, du col de la Sablonnade et de Sainte-Trope. Il vous est demandé d'approuver les termes de cette convention d'une durée de 30 années entières et consécutives, à compter de la date de l'accomplissement des formalités la rendant exécutoire, et d'autoriser le Président à signer la dite convention, ayant pour objet de définir les engagements des différentes parties. 21.3, accord cadre relatif aux inventaires naturalistes pour l'amélioration des connaissances du territoire de Limoges Métropole 2023-2026. 3 lots, lancement de la procédure en appel d'offres ouvert. Il vous est demandé d'autoriser le lancement de la consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le Président à signer les accords cadres avec les attributaires retenus par la commission d'appel d'offres. Aménagement des rivières. 22.1, contrats territoriaux, milieux aquatiques, Vienne Médiane et Briance. Il vous est demandé de donner votre accord à ces dispositions, d'autoriser le Président à signer les dits contrats et à solliciter les aides financières auprès des différents partenaires. Merci, Émilie. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Bernard. Circuit d'approvisionnement et distribution alimentation. Donc, on va parler du projet alimentaire territorial de Limoges Métropole 2021-2023 et plus précisément des actions partenariales pour l'année 2022. Il vous est demandé d'approuver le cofinancement des actions entreprises par les partenaires au titre du programme d'action 2022 et d'autoriser le Président à signer les conventions annuelles d'objectifs et de moyens pour l'année 2022 avec chacun des partenaires. 23.2, le partenariat avec l'association Solidarité Paysans Limousin. Il vous est demandé d'approuver l'octroi d'une subvention à cette association à hauteur d'un montant de 1 500 € pour l'année 2022 et d'autoriser le Président à signer la convention afférente. Est-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Compte rendu au Conseil communautaire de diverses décisions. J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions que j'ai été amené à prendre en vertu des dispositions du CGCT, dont vous trouverez le détail dans le dossier qui vous a été transmis. Il n'y a bien sûr pas de vote. Maintenant, nous avons 2 motions dont vous avez voté l'urgence. Une sur le maintien de la ligne TER entre Limoges et Brive via Saint-Thirier et une sur motion d'urgence en faveur de la prise en charge intégrale par le gouvernement et sans condition limitative des incidences du dégel du point d'indice dans la fonction publique. Je vais vous faire la lecture de la première. Considérant que sur la ligne Limoges-Brive, la circulation des trains est interrompue depuis plusieurs années entre Saint-Thirier et Objat suite à un affaissement de la voie à proximité du viaduc de Vignoles, que cela démontre le défaut d'entretien des voies et l'absence de réalisation des travaux d'investissement pourtant annoncés de longue date, considérant que face à cette situation, les élus locaux se sont fortement mobilisés à travers l'organisation de réunions de soutien au maintien de la ligne de transport express régionale entre Saint-Thirier et Objat, qu'ils ont également interpellé à plusieurs reprises le président de la région à ce sujet, mais sans qu'une réelle suite n'eût été donnée, considérant que le maintien de la ligne ferroviaire Limoges-Brive via Saint-Thirier est pourtant essentiel pour les territoires qu'elle traverse, que la demande de maintien de cette offre ferroviaire est motivée par son caractère structurant en ce qu'elle contribue à créer un maillage fin des territoires concernés, considérant qu'il s'agit là d'une ligne dite de desserte fine du territoire dont le Conseil régional rappelait lui-même dans sa séance du 2 avril 2021 que ces lignes sont indispensables au maillage du territoire et la vitalité des zones périurbaines et rurales, souvent limitées en matière d'offres de mobilité.
Plus que jamais, le ferroviaire est un élément essentiel pour garantir un aménagement du territoire régional équilibré. Que cette même délibération soulignait que pleinement engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre du programme Néo-Terra, la région Nouvelle-Aquitaine ne saurait accepter l'abandon du mode de transport de loin le plus écologiquement vertueux, le train, celui-ci contribuant à l'objectif de décarbonation des transports. Considérant qu'en avril 2021, l'État et la région annonçaient la signature d'un protocole d'accord historique sur l'avenir des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire, qu'au terme de la délibération du Conseil régional réuni en séance plénière du 2 avril 2021, le protocole visait, je cite, à matérialiser les engagements financiers respectifs de l'État et de la région sur les lignes de desserte fine du territoire jusqu'en 2032, dans le cadre d'une enveloppe globale d'1,520 milliard d'euros sur la période 2020-2032. Considérant que cette même délibération prévoyait le transfert à la région de la gestion de l'infrastructure de la ligne Nexon-Brive, en application de l'article 172 de la loi d'orientation de mobilité, que depuis lors, aucune intervention de quelque sorte que ce soit n'ait été constatée. Ainsi, au vu du caractère structurant de la ligne Limoges-Brive via Saint-Thierry-Objat, il vous est demandé de demander au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, à la SNCF et à Réseau ferré de France de réaliser les travaux d'amélioration de la ligne, d'attirer l'attention de la région sur le caractère vital de cette ligne de desserte fine des territoires qu'elle traverse. Abstention. Monsieur le Président. Oui. Je me déporte, s'il vous plaît, sur... Oui, Philippe, bien sûr, oui. Merci. Vous avez une question ? Vous vous abstenez? Vous abstenez sur ça? J'y comprends plus rien. Donnez-nous une explication de vote, parce que... Non, l'explication de vote, donc dans d'autres instances, vous avez aussi eu des positions qui sont largement discutables, mais on ne va pas refaire le film. Simplement, moi, je n'ai pas d'éléments sur ce que la région a fait sur ce dossier, où en est véritablement l'investissement de la région, ce qu'envisage de faire la SNCF concrètement. Donc c'est pour ça qu'en l'absence d'informations, je m'abstiens. Demandez à... J'entends, hein, de toute façon, faites ce que vous voulez. Mais demandez à Daniel Boisserie, il est plus proche de vous que de moi. Hein. Il expliquera. Je lui poserai la question, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations. 2. Opposition? Adopté, merci. Fabien, tu nous fais l'autre? Oui, Monsieur le Président, donc, on parle beaucoup de la hausse du coût de l'énergie, mais il y a une mesure gouvernementale qui est passée et qui avait toute son importance, à savoir le dégel du point d'indice dans la fonction publique, qui était tout à fait indispensable compte tenu du gel de ce point d'indice depuis 2017. Et le gouvernement et les différentes associations des maires, notamment l'AMF, avaient demandé à ce qu'il y ait une prise en charge par l'État de cette décision qui était sa décision. Et le gouvernement a, dans sa grande bonté, instauré et osé parler d'un système de compensation, mais sous conditions, notamment des conditions de capacité d'autofinancement dégradées ou d'évolution dégradée des capacités d'autofinancement. C'est-à-dire que je vous invite tous, chers collègues maires, à tout de suite mettre les comptes de votre commune en vrac, parce que c'est le seul moyen que vous aurez d'obtenir une compensation de l'État par rapport à ça. Donc, j'ai souhaité et j'ai demandé au président que l'on puisse porter cette motion d'urgence, donc en faveur de la prise en charge intégrale par le gouvernement et sans conditions limitatives des incidences du dégel du point d'indice dans la fonction publique. La hausse du coût de l'énergie est particulièrement dévastatrice pour les collectivités et grève fortement leur capacité financière. Nous le savons tous, et bon nombre d'interventions et de motions ont été adressées ces derniers mois au gouvernement afin de l'alerter sur cette situation. Malheureusement, une autre problématique est venue impacter les budgets de nos collectivités. Le ministre de la Transformation de la fonction publique a annoncé l'augmentation de 3,5% du point d'indice des agents de la fonction publique le 28 juin 2022. Cette augmentation est effective depuis le 1er juillet 2022, notamment pour les agents de la fonction publique territoriale. Cette revalorisation n'est bien évidemment pas contestée et s'avérait être une nécessité compte tenu de l'antériorité des revalorisations des points d'indice, à savoir le gel du point d'indice depuis 2017. Néanmoins, cette décision va augmenter de manière considérable les masses salariales de nos collectivités.
Le gouvernement, sollicité afin de compenser cette augmentation, n'a pas souhaité s'engager dans une compensation à l'euro près, mais s'est contenté de proposer la mise en place de règles qui n'ont pour objectif que de minimiser sa participation financière à cette décision. Cette non-compensation, adossée au gel, voire à la baisse des dotations globales de fonctionnement, ne fera que fragiliser encore plus les finances de nos communes et de nos établissements publics de coopération intercommunale. Aujourd'hui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et agir pour mettre en place un système de compensation à l'euro près et sans condition des conséquences financières du dégel du point d'indice. Aussi, le Conseil communautaire de Limoges Métropole Communauté urbaine demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour compenser intégralement les conséquences de ces décisions concernant le dégel du point d'indice dans la fonction publique. Oui, Monsieur Miguel. Monsieur le Président, mes chers collègues, bien sûr, je voterai dès demain cette motion-là. Puisque en fait, il faut aller dans le sens en fait de la baisse de la dotation globale de fonctionnement qui impacte l'ensemble des communes. Je crois que c'est important. Donc cette motion est tout aussi importante. Et elle a été aussi demandée, vous l'avez dit, par l'Association des maires de France. En ce qui me concerne, je voterai dans toutes les collectivités dans lesquelles je serai, en toute cohérence, pour le même vœu, pour la même volonté de dire au gouvernement de se mettre devant ses responsabilités vis-à-vis de la dotation globale de fonctionnement et je pense qu'il faut que chacun le fasse en toute cohérence, quelles que soient les collectivités dans lesquelles il siège. Je vous remercie. Oui, moi j'en ai une. Je ne voterai pas cette délibération s'il n'est pas fait référence au RIFSEP qui nous a impactés parce qu'il y a 2 lois, je vous rappelle quand même qu'il y a 2 lois qui s'appliquent à la fonction publique territoriale, 2 lois dans lesquelles nous sommes rentrés et 2 fois le couperet. Une fois le RIFSEP et une deuxième fois le point d'indice. 2 lois différentes qui s'appliquent pour les mêmes couches de population. Donc il me semble indispensable, je dis bien indispensable, que nous le rappelions dans les attendus. Et puis, quand même, je voudrais que nous marquions le gouvernement et les présidents des 2 assemblées, parce que nous sommes en pleine discussion du plan local de financement des collectivités locales et du financement en général, et qu'il appartient aussi aux députés de faire passer quand même, députés et sénateurs, de faire passer des modifications. Donc je demande ces 2 modifications dans le... Oui, je voterai cette motion d'urgence. C'est vrai qu'on demande souvent aux collectivités maintenant de payer les promesses gouvernementales. C'est insupportable. On est de plus en plus soumis à des augmentations liées aux tarifs de l'énergie ou autres. On n'a pas de bouclier tarifaire. C'est compliqué de boucler les budgets. Nos budgets de fonctionnement sont l'avenir de demain parce que c'est en travaillant sur notre fonctionnement qu'on sera capable d'investir. Notre capacité à investir demain va avoir un impact considérable sur l'économie locale, l'économie nationale. L'investissement des collectivités, c'est 70% de l'investissement en France. On est en train de saigner les collectivités. Et je vous le dis, mes chers collègues, il y a ici des élus dans cette assemblée, dans d'autres assemblées qui sont proches de ceux qui nous gouvernent. Il faut qu'ils aient un vote cohérent, mais s'ils votent cette motion, il faudra qu'ils soient capables de dire à leurs amis de nous écouter. Merci. Ça tombe bien, c'est pas forcément mes amis. Pour être clair sur la motion, moi je veux bien qu'on rajoute le RIFSEP dans la rédaction, c'est pas un sujet. Après, la chambre haute comme la chambre basse sont pour amener des amendements au débat sur une volonté gouvernementale à la fois d'encadrer les dépenses de fonctionnement des collectivités dans la limite des 0,5%. Là-dessus, il y a eu une interpellation qui a été faite. Il doit y avoir un micro qui est resté ouvert, là, non ?
Il y a une interpellation qui a été faite à la fois par France Urbaine et par l'AMF sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette limitation et cet encadrement à 0,5%. Sur la DGF, aujourd'hui, nous ne savons pas si la DGF, Thierry, va baisser ou être stabilisée. Ce qui est demandé par les associations d'élus locaux, c'est à minima le maintien de la DGF tel qu'on le connaît aujourd'hui, sachant qu'il y a déjà beaucoup de communes qui ne sont plus éligibles en DGF. Et surtout, l'indexation de la DGF sur l'inflation. C'est ça qui est demandé aujourd'hui. Sur le point d'indice, personne conteste le bien fondé de cette mesure. Personne ne le conteste. Le souci, c'est que ça a été pris de manière totalement arbitraire, sans discussion avec les collectivités, et qu'il aurait été de bon ton qu'il y ait au moins un échange entre le président de France Urbaine, enfin la présidente de France Urbaine et le président de l'Association des maires de France. C'est pour l'instant pas le cas, mais je ne désespère pas que le dialogue se fasse. Tu as dit quelque chose de très juste. Aujourd'hui, on vous parle de plan de relance, de France 2030. La réalité, c'est que département, région et bloc communal, à savoir EPCI plus commune, c'est 70% de la commande publique dans ce pays. Il n'y aura pas de relance si on saigne les collectivités. Ça, c'est une certitude absolue. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on retravaille à tête reposée tranquillement cette délibération, on la repassera en urgence au prochain Conseil, on mettra le RIFSEP et les mesures nécessaires, et on prévoira dans le même temps, parce que pour moi, c'est des choses qui sont concomitantes, une motion d'interpellation des parlementaires sur ce sujet-là. OK ? Mes chers collègues, bonne soirée à tous. On a un pot pour ceux qui souhaitent rester juste à côté. La date de nos prochains travaux, le bureau communautaire sera le 17 novembre à 17h30 et le conseil, vous vous en foutez, oui. Et le conseil à 21 novembre à 18h.